Good Morning Business, le débrief de la matinale. On y va, le débrief, c'est avec Thibaut Prébet, directeur général adjoint d'Arbevel, Alain Pitous, consultant stratégie et ESG, et Benoît Serre, vice-président de la NDRH. On a ces chiffres stratosphériques du secteur aérien, 1000 milliards de dollars de revenus. Léa Rojo, il est très très loin le temps du Covid pour le transport aérien. Oui, on est bien au-dessus du précédent record de 2019. L'année avant la pandémie, on comptait 4,5 milliards de voyageurs, toutes compagnies confondues. C'est plus de 500 millions cette année. Le chiffre d'affaires des compagnies devrait avoisiner les 1000 milliards de dollars selon IATA, avec un bénéfice net de plus de 30 milliards de dollars. Là aussi, c'est un record. De quoi éponger en partie les pertes pendant le Covid, où les compagnies ont perdu plus de 180 milliards de dollars entre 2020 et 2022, selon les dernières estimations de l'Association internationale du transport aérien. Merci beaucoup Léa. Ces chiffres de IATA nous confirment une chose, c'est que le fly shaming, ça n'existe pas. Je commence avec vous Benoît Serre, parce que vous êtes aussi de... Et oui, ça vous surprend, le TRH de L'Oréal. Non, c'est pour savoir si chez vous, par exemple, on prend toujours autant l'avion pour les voyages business, ou il y a maintenant, prenez le train ou pas. Ça a beaucoup baissé, parce que effectivement, avant, vous pouviez prendre l'avion pour faire une réunion de 2 heures quelque part. Aujourd'hui, vous faites plutôt du distanciel, donc ça continue à en avoir. Parce que c'est important aussi de ne pas faire que du distanciel, notamment alors vis-à-vis de clients, vis-à-vis de collaborateurs, peu importe. Mais c'est vrai qu'en règle générale, la pratique, elle s'est un peu réduite dans toutes les entreprises d'ailleurs, sur le déplacement systématique, alors que ce soit en train, en avion, peu importe. Mais le vol intérieur n'existe plus quasiment. Le vol intérieur n'existe plus, effectivement, maintenant c'est plutôt le TGV, mais encore une fois, c'est vrai que quand on y réfléchit, c'était absurde, il y a quelques années, on pouvait faire 2 heures de train pour aller à Nantes, 1 heure de réunion, 2 heures de train dans l'autre sens. Alors c'est vrai que dans le train on peut travailler, ça veut dire on est tranquille, on n'est pas dérangé, mais c'est vrai que les pratiques se sont adaptées, mais vous vous souvenez peut-être qu'au moment du Covid, les entreprises avaient vu chuter leur charge, parce qu'il n'y avait plus de déplacement du tout, et on s'était rendu compte du volume que ça représentait, en fait. Et du coup, il y a une politique souvent. Et puis après, il y a l'autre élément, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, dans lesquelles je suis comme d'autres, qui ont quand même des politiques RSE responsables et qui engagent à moins se déplacer. Alors, Alain Pitous, moins se déplacer, ça concerne peut-être les entreprises, mais quand on voit 5 milliards de passagers pour 2024, clairement, il y a une envie de bouger. Oui, il y a une envie de bouger, ça, faut être réaliste, ça va continuer. Il y a, je crois, 2 tiers de la planète qui n'a jamais pris l'avion, ou pratiquement pas, donc ça va continuer. Donc, je crois qu'on pourrait imaginer de refaire un peu ce qu'on a fait sur certains thèmes, c'est-à-dire taxer, interdire, réglementer. Je pense que ça ne marchera pas, donc il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas faire comme ça. Je pense que l'Europe a quelque chose à jouer aujourd'hui en investissant massivement pour des nouveaux carburants, parce que c'est une manière assez rapide, assez simple et acceptée par les compagnies aériennes de baisser la facture CO2 parce qu'elles ont envie de le faire. Donc aujourd'hui c'est tout petit. Hein. Oui, c'est tout petit, mais ça peut monter assez facilement. Il suffit, entre guillemets, il suffit d'investir. Et je pense que l'Europe a quelque chose à faire sur ce thème-là, c'est-à-dire aider l'investissement pour que on aille très vite de la réflexion à la mise en production. C'est tout à fait faisable. Ça, c'est la première chose. Les aspects techniques aussi, améliorer les avions. Ça, c'est quand même quelque chose de faisable. Et puis viser l'hydrogène plus tard. Et je crois qu'effectivement... Vous n'êtes pas pro-taxe carbone. Ça m'étonne. Enfin, pas aujourd'hui, quoi. Enfin, on n'y arrivera pas. C'est pas la peine de se leurrer. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait faire quelque chose en Europe, mais ça serait pas fait par les autres compagnies aériennes. On va aider les autres hubs à se développer. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'au contraire, il faut viser à une excellence européenne avec le transport terrestre le plus possible pour éviter, et ça marche déjà parce qu'on voit qu'il y a moins de vols intérieurs, même pour les particuliers. Donc ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis un jour, si on veut taxer, et je pense qu'il faut faire ça plus tard, c'est-à-dire qu'il faut aider les entreprises aériennes aujourd'hui en les prévenant que dans 5 à 8 ans, ça va taper et taper très dur, en commençant par ce qui coûte le plus cher en termes de CO2, c'est les vols en jet et compagnie, les allers-retours Genève, Nice, la moitié vide, quoi. Ça sert absolument à rien. Thibaut Prébet. Ouais, deux facteurs à garder en tête. C'est vrai que nous, ce shaming il existe en France. On essaie de moins prendre l'avion pour de long courrier, on prend plus le train. Mais rappelons-nous 2 sujets. Le premier, c'est les États-Unis, qui est quand même le premier pollueur mondial, où les distances ne s'accommodent pas du tout du train. Donc là, ils prennent l'avion et globalement, ils s'en foutent. Donc ça, c'est un premier sujet qui est extrêmement important. Et puis le deuxième, c'est qu'on a toute une partie de la planète qui accède à la capacité à voyager. On voit que c'est l'Asie qui tire les chiffres. Et où l'idée de dire, on va pas voyager parce que les autres, ils ont pu, mais pour nous, c'est trop tard, c'est pas accepté. C'est d'ailleurs pas acceptable, intellectuellement, on le comprend. Et donc la réalité, c'est que nous, on est vertueux. On limite peut-être une tendance très haussière, mais on peut pas grand-chose par rapport à ces grandes tendances mondiales. Donc malheureusement, ça se joue pas tellement du côté du Parisien qui fait un peu attention pour ses vacances. Il y a des tendances plus
forte que ça à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'en fout, mais c'est vrai que les forces de développement sont un peu plus fortes que ce qu'on peut faire pour le tempérer, en tout cas côté européen pour l'instant. Le carburant vert, on va y arriver, pas y arriver. Aujourd'hui, on a un début de filière en France. Les investissements sont surtout aux États-Unis. Ouais. Non, mais c'est clair qu'il y a toujours cette guerre entre l'austérité et l'innovation, en se disant, pour les plus optimistes, c'est l'innovation qui nous sauvera. Pour d'autres, il faut calmer entre les deux. La réalité, c'est qu'on n'en sait jamais, mais c'est un peu à l'image de ces films, donc Look Up machin, c'est que c'est un pari, si on le rate, c'est moche, quoi. Donc l'idée que c'est peut être une solution, c'est vrai. L'idée de tout parier là-dessus, ça paraît quand même d'un optimisme un peu fort. Deuxième sujet, l'inflation. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que la bête inflationniste est toujours présente? Réunion BCE jeudi. On attend la baisse des taux. On l'attend quand même de pied ferme. Mais est-ce que l'inflation repart? On avait les chiffres du fret ce matin. On est au 31 mai à 3 487 € pour le prix moyen global du transport de conteneurs de 40 pieds. J'ai appris ce matin que c'était lui la référence. Je suis allée voir le Freight TOS Baltic Index. On est 3 fois plus que l'an dernier. On est quand même très loin de ce qu'on a connu pendant le Covid. Est-ce que l'inflation va revenir par le fret, Thibault? Non, je crois pas du tout. Il faut se rappeler qu'en fait, on est, pour donner des chiffres simples, plus ou moins à la moitié de la moyenne historique. Donc on est trop haut sur le fret, mais avec des problématiques de routes qui sont déviées à cause des problématiques avec les outils qu'on connaît. Il faut juste aller plus simple que ça pour comprendre d'où vient l'inflation et voir si ça peut être un sujet. Premier sujet, c'est qu'on a une inflation qui est une inflation de services, pas une inflation d'industrie. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, il y a de la concurrence. Donc c'est pas parce que vos coûts augmentent que vous pouvez monter vos prix si d'autres le font pas. En revanche, dans les services, quand vous avez une sorte de monopole, on pense à Netflix, à Microsoft 365 ou à Bloomberg dans nos métiers, quand ils montent les prix, vous dites c'est pas cool et vous payez, d'autant plus que c'est des abonnements, donc c'est toujours difficile de se désengager. Donc l'inflation aujourd'hui, elle vient des services, elle vient pas de l'industrie. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'industrie, vous avez différents coûts de production. Vous avez le fret. Vous avez l'électricité, je vous rappelle qu'on est quasiment à zéro sur les prix spot, ce qui est important, 1 pour les entreprises et 2 pour les futurs contrats. Et que par exemple, votre pétrole qui avait brillamment pris 20% depuis le début de l'année, et là c'est une donnée très forte pour l'inflation, vient de reperdre ses 20% et on est revenu à 1,5% d'écart du niveau de début de l'année. Donc c'est fini l'inflation. Et donc, en tout cas, disons que c'est pas un peu de coût sur le fret qui est une grosse menace. La menace, c'est soit qu'on n'arrive pas que les services se tempèrent. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Est-ce que Netflix est très sensible à des taux à 4 au lieu de 2 quand on n'a pas beaucoup de dettes, pas beaucoup de salariés? C'est pas évident du tout. Et 2, est-ce que les entreprises vont commencer à pouvoir repasser des hausses de prix, ce qui est plus tout le thème, oui, avec une concurrence qui s'est accrue. Et le fait que vous puissiez dire à quelqu'un, mes coûts ont monté, quelque part, je caricature, mais si un auditeur va chez Darty, va acheter une machine à laver, si une qui est 2 fois plus chère que les autres, mais qu'on dit oui, mais le fret a monté, elle s'en fout, elle regarde la compétition. Donc il faut se rappeler, le prix est une affaire de compétition. Sur la partie industrielle, ça joue à plein. Donc on est plutôt dans des logiques qui sont plus tellement inflationnistes. Sur les services, c'est pas du tout le cas et c'est de là que ça vient. Et ça vient des salaires. Regardons l'inflation des services. Non, mais ça vient aussi de situations monopolistiques. Ça vient de ce fonctionnement de l'abonnement qui se développe, qui crée des capacités à faire des hausses de prix beaucoup plus faciles à absorber, parce que quand vous êtes abonné, vous n'avez pas un choix discrétionnaire à changer. C'est une galère de changer d'opérateur, de Windows ou autre. Par contre, quand vous voulez racheter un nouveau matériel, même si encore une fois les leasing vous compliquent la tâche, vous comparez tous les prix. Donc c'est vrai que la concurrence, elle est beaucoup plus facile sur les biens que sur les services. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà l'inflation, elle ne repart pas, elle se stabilise à un niveau qui est trop élevé. La question, c'est est-ce qu'elle va revenir à décroître ou est-ce qu'on va s'accommoder des niveaux actuels? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inquiétude porte quand même plus sur les services que sur les biens pour les banques centrales. Alain, l'inflation, c'est fini? Non, c'est pas fini. Alors je crois on parle de hausse des prix essentiellement. C'est pas forcément de l'inflation. Mais si on regarde comment ça se passe en zone, si on regarde aux États-Unis, la tension sur les prix, elle est due à la croissance qui reste trop forte. Et là, la banque centrale peut faire quelque chose. Et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de réflexions parce que la croissance est un peu trop forte par rapport à ce qu'ils anticipaient et ils sont bien embêtés avec cette croissance trop forte qui tend les prix. En Europe, c'est pas tout à fait la même situation. En Europe, l'inflation, elle est venue de pénurie, elle est venue des matières premières, elle est venue d'éléments un peu exogènes qui sont arrivés, qui ont perturbé les prix. Et là, la Banque centrale est beaucoup plus gênée pour faire quoi que ce soit parce que ce qui se passe en Ukraine, vous pouvez monter, baisser les taux, ça va pas avoir un effet sur les prix. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Et je pense que, et ça, c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est qu'on va avoir ce phénomène de pénurie ponctuelle sur des sujets divers et variés. En ce moment, on a vu l'histoire du cacao, le jus d'orange, etc. Bon, ça finit par avoir... Ponctuel. C'est ponctuel et c'est extrêmement perturbant pour les banques centrales. Parce que comment voulez-vous régler ça? On voit qu'il y a un problème en ce moment sur le blé en Russie qui va générer d'énormes problèmes. Alors quand c'est une matière première agricole, alors je dis pas que c'est pas grave, mais c'est vraiment très concentré.
accéléré. Par contre, c'est pas quand c'est le gaz et que ça concerne tout le monde. C'est ça. Et puis après, il peut y avoir d'autres éléments. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver. Il s'était passé au moment du Covid une sécheresse à Taïwan qui avait perturbé la chaîne de production, et ce qui peut mettre un cirque total sur les chaînes de production. Et là, on se retrouve avec des tensions inflationnistes, alors qu'on va appeler inflationnisme, mais qui sont en fait des hausses de prix. Et comment les banques centrales, qui sont garantes de l'inflation, peuvent gérer ce genre de choses? C'est extrêmement difficile. Ça va être de plus en plus dur parce que ça va devenir aussi géographiquement assez différent. Imaginez qu'il y ait quelque chose qui se passe très fort aux États-Unis avec des tensions sur je ne sais pas quoi. On pourrait avoir quelque chose de très perturbant sur la Banque centrale américaine qui a des effets sur le dollar, sur l'échange et sur l'ensemble de l'économie. Donc on n'a pas fini avec des perturbations autour des prix. C'est pas forcément de l'inflation au sens littéral du terme, comme le dirait Jean-Marc Daniel, mais c'est très perturbant pour l'économie et je pense que ça va s'accélérer parce qu'on va avoir énormément de problèmes de ce type-là. Et ça ne vient pas des salaires, ça nous fait la transition avec le sujet pour Benoît, c'est-à-dire que les salaires n'ont pas rattrapé l'inflation. C'est-à-dire que quand il va y avoir de la même façon des catégories de population qui seront plus accessibles d'une manière ou d'une autre pour travailler, on va avoir des problèmes sur les salaires qui vont se retrouver dans les prix à un moment donné. Si je peux juste rajouter un truc, je rappelle aussi qu'on est dans un monde où on utilise de plus en plus de services et de moins en moins de biens. Et donc plus ça va, plus le sujet du transport est un sujet qui marginalement est de moins en moins important, et plus le sujet du service est souvent du coup du salaire, parce que beaucoup des services entre guillemets à l'ancienne, consulting et autres, sont très liés à des salaires, est de plus en plus important. Donc on est aussi dans un monde où cette dynamique entre services et biens, elle est pas stable, et donc il faut aussi en tenir compte dans les manières de voir l'inflation. Benoît, on a cette étude sur les rémunérations du cabinet. Alors je ne sais pas si vous dites AIS ou AS. Moi je dis AIS, mais moi je dis une tort. fois sur deux, donc je change comme ça pour que tout le monde soit content. 50% des personnes interrogées pensent que leur salaire ne correspond pas à leurs responsabilités. Il y en a à peu près la même partie qui a été augmentée. 11% qui considèrent que c'est uniquement grâce à l'inflation. C'est quoi un salaire qui correspond à des attentes? C'est très difficile parce que, si vous voulez, vous évaluez votre salaire, mais pas uniquement votre rémunération. Vous évaluez les conditions de travail, vous évaluez le management, vous évaluez la distance qui vous sépare de votre bureau. C'est un ensemble de choses. Vous avez des gens qui disent « Moi, je préfère être payé ça, mais pas être obligé d'avoir des horaires de trajet, etc. » Donc, je ne cherche pas forcément la meilleure rémunération. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que finalement, quand vous entrez dans une entreprise, souvent, la dimension salariale, elle pèse très lourd dans votre décision. Parce que vous changez, généralement, vous essayez de faire un gap. En revanche, on sait depuis très longtemps que la seule rémunération ne justifie pas le départ d'une entreprise. Ce qui vous pousse à quitter une entreprise, quand c'est votre choix, c'est votre management, c'est vos conditions de travail, c'est la manière dont les choses se passent, que vous êtes autonome, pas autonome, il y a tout un tas d'éléments, et puis la rémunération vient en plus. Donc c'est pour ça que cette étude, elle n'est pas très étonnante pour une autre raison. Et d'ailleurs, ça rejoint le sujet précédent. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue que sur les 2 dernières années, l'évolution des salaires en nominal a été très importante. Moi, je veux vous dire, comme DRH, quand vous arriviez sur la fameuse NAO, la négociation obligatoire, il y a 3 ans, en disant on va faire 1,5, bon, il fallait maintenant, vous n'osez faire même un petit peu de massage cardiaque, puis ça passait. Quand vous êtes arrivé il y a 2 ans, en disant bon, on va faire 4. Là, c'est même plus le massage cardiaque, c'est le branchement général. Donc pendant 2 ans, on a eu quand même des hausses de salaire relativement importantes. Et puis il y a un autre élément qui a beaucoup joué en France et qui joue beaucoup en Allemagne et qui a pas mal joué en Belgique, c'est qu'il y a eu une évolution des périphériques au salaire. C'est-à-dire soit le partage de la valeur, ce qu'on appelle en France, soit la distribution d'actions, ou la fameuse prime Macron, etc. Donc il y a eu tout un tas de gens, fait que les gens ont touché. Il y a plus de variables. Alors c'est pas tout à fait du variable. C'est de la prime. C'est du partage de la valeur. Le variable, c'est plutôt des choses qui sont attachées à des fonctions. Mais votre question sur le variable est juste parce qu'on a observé, je ne sais pas si c'est dans l'étude ACE, on fait moins focus sur le fixe. Le niveau de responsabilité auquel vous accédez en ayant un bonus a baissé. Donc les bonus variables arrivent plus tôt dans l'organisation. Oui, mais ça, le bonus lié... se démocratise. Alors c'est lié au fait que tout le monde de la tech, le monde de la tech, les startups, les scale-up, les licornes, tous ces trucs-là, donnent des bonus et des variables très très tôt. Et donc, comme il y a beaucoup de recrutement et de concurrence au recrutement pour des raisons qu'on connaît, tout le monde s'est adapté en disant effectivement quelqu'un qui vient d'une scale-up qui a déjà du bonus alors qu'il a des niveaux de rémunération et de responsabilité relativement bas, s'il va dans une entreprise plus classique, il va dire attendez, moi aussi j'ai du variable. Donc vous avez une sorte de... C'est intéressant de regarder d'ailleurs dans le temps d'ailleurs si vous n'avez pas un espèce de mouvement en termes de rémunération. Parce que je finis par là, cette étude elle montre aussi que les entreprises ont de plus en plus recours à des CDD, à des freelances, autrement dit à du hors CDI.
Ça, c'est intéressant. Alors, Jean-Marc Daniel n'est pas là, mais il serait L'intérim content. explose. Jean-Marc Daniel est convaincu que le salariat va disparaître. Moi, je suis moins convaincu que lui. Mais en attendant, ça veut dire que les entreprises commencent à jouer non pas forcément sur le salaire pour créer la variabilisation de masse salariale ou de charge, mais à jouer sur les natures de statut. Et ça, c'est assez nouveau. Tout le monde lève le doigt. Alain. Alors, juste un truc, c'est que en fait, parce que je considère depuis quelques années, je le vois dans mon entourage et de ce que je peux ressentir avec les entreprises avec lesquelles je bosse, c'est l'individualisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de dire je rentre statut X avec un salaire Y qui est le même que mon collègue, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veulent beaucoup les salariés, c'est d'être reconnus pour leur valeur. C'est-à-dire que c'est vraiment de leur responsabilité, leur définition de poste, etc. Et de savoir que le collègue, il a eu 4% alors qu'on a eu 3%, c'est acceptable s'il y a quelque chose qui le différencie nettement. Mais en règle générale, on va aller vers de plus en plus d'individualisation, ce qui mène à effectivement une probable fin du salariat, en fait. Thibault. Ouais, 3 points rapides. Le premier, c'est qu'il y a un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup, qui est la démographie. Et là, il faut l'avoir en tête dans l'emploi, c'est crucial. C'est-à-dire qu'on est passé de population à 3 enfants par femme à des populations à 50. Au-dessus des 2, vous avez au bout d'un moment beaucoup plus de gens qui arrivent sur le marché que de gens qui partent, donc vous avez une pénurie de l'emploi. On a basculé depuis une vingtaine d'années, et donc avec le temps que les gens arrivent sur l'emploi, sur la situation exactement inverse. On a beaucoup plus de gens qui partent que de gens qui arrivent. Et donc on est maintenant dans une pénurie de salariés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, ce qui est très éloigné des discours ambiants politiques, et donc du coup qui veulent pas reconnaître la baisse du chômage, qui est pour autant partout dans le monde avec cette baisse démographique qui est partout. Donc ça veut dire que maintenant on doit s'adapter au fait que le rapport de force il est en faveur du salarié avec effectivement le salaire mais aussi l'ensemble des conditions de travail. Ça c'est une nouvelle donne. Le deuxième point c'est que ça se fait aussi avec une dépaupérisation qu'on avait vu dans d'autres pays comme le Japon à l'époque où ils avaient les mêmes problèmes, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très bien payé, c'est souvent des professions en termes de services qui sont délocalisables sans pollution. Alors que par contre, si vous avez besoin de quelqu'un pour un problème de plomberie ou parce que votre pneu est crevé, vous ne pouvez pas le délocaliser. Donc on observe aussi que la croissance des bas salaires sur les dernières années a été très supérieure à celle des hauts salaires, qui sont par ailleurs moins touchés parce que les produits qui ont beaucoup monté, comme l'alimentaire, sont une part aussi plus faible chez les hauts salaires, donc ils s'en accommodent mieux. Donc aussi une dépaupérisation qui est malgré tout positive. Puis dernier point, très conjecturalement, il y a quand même quelques secteurs qui ont un peu ralenti. Donc cette folie qu'on avait depuis 2 ans avec les salariés qui étaient en très forte situation de force, c'est quand même un petit peu calmé. Moi, j'aime bien donner une stat que je donne pour terminer, qui m'amuse toujours, c'est qu'en 2008, énorme crise mondiale, moi j'avais reçu 156 CV de gens qui demandaient de l'aide, un cousin, une nièce. En 2022, plus grosse crise pour le coup pour boursière, j'en ai reçu 1. Donc on voit que ce changement de rapport de force et même de politique de recrutement à l'entreprise très tôt dans les formations supérieures, c'est une nouvelle donne qu'il faut intégrer dans les rapports de force. Il nous reste 1 minute. Benoît Serre, est-ce que pour vous, en tant que DRH, le fait que les salariés parlent de leur salaire et soient transparents, c'est un cauchemar ou pas? Non, c'est pas un cauchemar. C'est vrai que la France est un peu malade sur ce sujet. Aux États-Unis, c'est pas un sujet. Par contre, il y a une chose qu'il faut intégrer, c'est que l'an prochain ou dans 2 ans, on ne sait pas encore très bien, il y a la fameuse directive sur la transparence des salaires de l'Union européenne qui va sortir et qui est totalement orthogonale avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, je souscris à ce qu'a dit Alain, à savoir que les gens entendent être rémunérés pour eux-mêmes, être reconnus comme individus, et la directive transparence des salaires, elle vise juste à égaliser tout le monde, à s'assurer que tout le monde est bien payé pareil. Donc c'est une directive, ça va être intéressant de voir comment elle va sortir. Elle a des vertus. Elle ne va pas vous obliger à payer les gens pareil. Non, mais par contre, elle va donner des statistiques et à donner l'information, non pas individu par individu. Mais c'est comme ça que vous voyez que votre collègue est payé. Voilà. Et là, la France, elle est un cas particulier, puisque vous savez qu'elle dirige le monde entre cadres et non-cadres. Ce que vous ne voyez nulle part ailleurs. Ah, ça n'existe que chez nous. Ah oui. Tout le reste, c'est manager, non-manager, vous avez des tas de choses comme ça. Et donc, vous avez une logique statutaire. Vous savez, quand vous êtes derrière, vous avez des gens qui vous disent, moi, je suis AM05, je voudrais passer cadre, machin. C'est important parce que ça déclenche des niveaux de cotisation différents. Ouais. Donc c'est quand même pas neutre. Vous avez des gens qui passent cadre et qui gagnent moins d'argent que quand ils étaient juste avant. Parce qu'ils cotisent 2 fois la tranche A, la tranche B. C'est des trucs idiots. Et à l'heure où on parle de simplification du bulletin de paye, c'est pas en réduisant le nombre de lignes, c'est en réduisant la complexité du calcul. Alors dans les banques anglo-saxonnes, pourrait générer des 10 secondes. Dans les banques anglo-saxonnes, vous avez parfois 2000 vice-présidents, donc on voit toute cette organisation les dérange moins. C'est la fonction la plus répandue dans le monde. Tout le monde est vice-président de quelque chose. Oui, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de travail en fait si vous êtes. Ou que le président a beaucoup de management à faire. Peut-être.